Euh, oui, donc je vais engager un propos qui pourra paraître à première vue peut-être un peu incident par rapport aux questions d'éthique de santé qui sont évidemment au cœur des préoccupations de l'espace éthique, mais qui vont peut-être permettre en fait de poser des problèmes intéressants dans cette éthique du care. Euh, dans le cadre justement de l'enseignement à distance. Donc je voudrais faire part en fait de mon expérience voilà, dans l'accompagnement pédagogique de mes étudiants et à partir de là développer quelques réflexions que cette expérience m'a inspiré. Euh, alors, je vais peut-être d'abord définir un petit peu les circonstances dans lesquelles s'est accompli cet accompagnement. Euh, D'abord, bon, dire qu'évidemment, c'est un accompagnement pédagogique qui a eu lieu dans le prolongement d'une année qui avait déjà été engagée, heureusement, dans le cadre d'une relation pédagogique normale. Euh, alors, c'est peut-être la première chose qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'on a poursuivi à distance un dialogue qui avait été engagé en présence. Euh, donc, c'est quand même une expérience qui, j'allais dire, était moins critique que la perspective qui peut-être qui n'est pas impossible qu'elle se produise à la rentrée prochaine, d'engager une nouvelle année universitaire à distance. Donc là, voilà, on serait encore dans d'autres types de problématiques qui ne feraient qu'accroître les difficultés que je vais examiner. Donc c'est évoquer les circonstances et aussi, bon, peut-être dire en quelques mots euh, comment elles ont résonné avec la structure des classes préparatoires dans lesquelles j'enseigne. Alors, bon, on va dire ça a été peut-être un facteur aggravant dans cette expérience d'enseignement à distance, mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire que bon, il y a un certain nombre de préjugés qui sont attachés aux classes préparatoires, des préjugés tenaces, qui voudraient que les classes préparatoires soient là pour, voilà, je dirais, avant les concours eux-mêmes, procéder à une espèce de sélection impitoyable des étudiants, les mettre à l'épreuve, voire en échec. Or, évidemment, c'est presque tout l'inverse, je dirais. On prépare des étudiants à des concours difficiles, qui sont des concours sélectifs. Un concours est une expérience de discrimination. Donc, en termes de care, évidemment, on est confronté à une expérience sociale difficile, mais que les classes préparatoires ont justement pour vocation, alors j'allais dire à la fois de préparer, d'anticiper, sachant que cette expérience en fait que vont faire les étudiants est une expérience sociale intense. Je pense que là aussi, ça nous renvoie à la nécessité du care, c'est-à-dire que la société nous soumet toujours à des injonctions contradictoires qui sont, d'une part, le fait de se conformer à des usages sociaux, d'entrer dans des normes, de maîtriser ces normes, et en même temps de faire en sorte que ces normes permettent une affirmation de la singularité ou de l'individualité. Donc cette injonction contradictoire, on la retrouve, j'allais dire, dans toute situation sociale, et évidemment, elle est poussée à l'extrême dans le cadre d'un concours, évidemment. On demande à la fois aux étudiants de coïncider avec des normes, des cadres qui sont évidemment, qui leur sont extérieurs, qui sont contraignants, et en même temps, on leur demande, dans ces cadres-là, de faire entendre leur singularité. Ce paradoxe, il est d'ailleurs au cœur du nom d'une des grandes institutions auxquelles nous préparons nos étudiants, qui est l'école normale supérieure. On retrouve un peu dans cette appellation un peu oxymorique, un peu contradictoire, l'idée d'une normalisation et en même temps l'idée d'une élévation qui suppose une élévation individuelle et donc une forme d'épanouissement. Alors, dans ce cadre-là, donc des classes préparatoires, évidemment, là, la crise du Covid-19 a plongé nos étudiants dans une situation de vulnérabilité accrue, qui donc ne tenait plus uniquement à la situation dans laquelle ils se trouvaient, la situation d'apprentissage difficile, de défi qui leur est posé, mais ils étaient en plus éloignés de leurs professeurs et alors c'est une dimension sur laquelle je reviendrai dans la suite de mon propos, mais ils étaient aussi à distance les uns des autres. Donc il y avait une double, voilà, j'allais dire
une double source de vulnérabilité, une double exposition en quelque sorte, hein. L'éloignement à l'égard des professeurs qui sont pour eux quand même plutôt des guides et des conseils dans la préparation au concours, et en même temps aussi un éloignement à l'égard des autres qui rendait d'ailleurs d'autant plus difficile la préparation au concours, le concours étant encore une fois une expérience collective, une expérience sociale. Mais, et c'est le point, je pense, qui va être un peu, enfin qui va structurer, qui va problématiser un petit peu mon exposé, mais je pense que de cette situation de difficulté, de handicap, de vulnérabilité, on a pu essayer alors j'allais dire de tirer des enseignements, hein, c'est ce que disait Sébastien Claes dans sa présentation tout à l'heure. C'est-à-dire cette situation nous a rendus sensibles à des éléments essentiels de la transmission pédagogique et peut-être nous rend, j'allais dire, plus vigilants, hein, sur ce qui se trouve au cœur de l'accompagnement pédagogique, de la relation de l'enseignement. Et je dirais, cette expérience, elle nous a montré que l'enseignement ne peut s'accomplir qu'en présence, comme on dit. Alors, il y a une espèce de néologisme qui a surgi à l'occasion de cette crise, hein, qui est ce néologisme de présentiel, l'enseignement en présentiel. Bon, je ne suis pas contre les néologismes a priori, qui correspondent à des innovations sociales aussi, mais je trouve que ce mot présentiel, justement, par rapport à la dimension du CARE, il paraît un peu froid parce qu'il n'insiste pas, me semble-t-il, suffisamment sur la dimension affective qui est au cœur d'une relation pédagogique, une dimension un peu charnelle, hein, sur laquelle je reviendrai. Donc, alors, voilà, on ne peut pas remplacer un cours en présence par un cours à distance. Ce sont des expériences complètement différentes, ce qui ne veut pas dire que les deux choses ne peuvent pas dans une certaine mesure se compléter, mais il y a quelque chose qui est absolument indispensable, inéluctable dans la coprésence d'un professeur et de ses étudiants. J'insiste sur le pluriel ici, hein, qui est évidemment très, très important. Alors, cette relation, hein, c'est une relation qui est un peu bilatérale, hein, ça c'est un élément qui est évidemment très, très, très important. Je reviendrai, hein, sur ce point, hein, mais c'est quelque chose qui avait été mis en lumière, hein, dès les réflexions des humanistes, hein, sur la dimension éducative, sur cette relation d'échange, hein, qui existe entre le professeur et ses étudiants, qui n'est pas seulement un échange, je dirais, affectif, hein, mais qui est aussi un échange de savoir. Le professeur apprend de ses élèves et l'élève apprend de ses professeurs. C'est ce que Montaigne, dans son essai, hein, L'institution des enfants, mettait déjà en avant. Il invitait le professeur à condescendre à l'allure puérile, hein, comme il disait, c'est-à-dire à épouser la cadence de l'apprentissage, mais aussi pour être éclairé sur son propre savoir, hein. Un bon cours est un cours où le professeur a appris, hein, autant que ses élèves. Donc par rapport à cette dimension du CARE, hein, ça me paraît aussi essentiel, hein, évidemment, déconstruire la relation de domination entre l'accompagnant et l'accompagné, hein. Il faut justement l'envisager dans une dimension vraiment bilatérale. Alors je vais évoquer quelques points, quelques problèmes pratiques finalement qu'a posé cette expérience du téléenseignement avec mes étudiants pendant cette période, cette crise du Covid-19. J'évoquais d'abord la dimension du collectif. Donc ça, c'est un point qui me paraît très important, évidemment, c'est que les relations que j'ai eues avec mes étudiants pendant cette période ont été... Alors d'une part, bon, je ne vais pas insister, hein, sur la question, j'y reviendrai de manière incidente, mais sur les moyens techniques que les différents professeurs ont pu mettre en pratique pour accomplir leur enseignement à distance. Bon, chacun a un peu inventé, bricolé avec les moyens du bord. Les plateformes d'enseignement virtuel se sont avérées d'ailleurs assez piètres, hein, notamment celle qui a été mise à disposition par l'Éducation nationale. Bon, les besoins étaient énormes, hein, quand on considère les effectifs évidemment qui étaient concernés. Donc voilà, des professeurs ont fait des cours en classe virtuelle, d'autres, et c'était mon cas, ont fait des enregistrements sonores qui transmettaient aux étudiants et qu'ils accompagnaient d'échanges par courriel, hein, par courrier électronique essentiellement avec les étudiants. Alors, le problème de ces échanges, évidemment, c'est que
ils étaient évidemment singuliers. Ils se produisaient seul à seul entre l'étudiant et le professeur. Alors ça pose un problème, un problème essentiel, notamment dans cette dimension du care et de l'accompagnement pédagogique. Et ça rejoint évidemment, je dirais, un problème qui a été au cœur de la réflexion pédagogique ces dernières années. On a été très attentif ces 2 dernières décennies, dans le cadre de la réflexion dans les sciences de l'éducation, sur ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. Accompagner l'élève personnellement dans sa démarche d'apprentissage. Or, cette dimension d'accompagnement personnalisé, elle peut conduire à avoir une vision un peu faussée de la relation d'accompagnement d'un professeur avec ses étudiants ou ses élèves. Parce qu'en réalité, on n'accompagne pas un élève tout seul, on l'accompagne au sein d'un groupe. Et il faut comprendre donc qu'il y a une espèce de dispositif de triangulation entre le professeur, l'élève individuellement et le groupe auquel il appartient. Et on ne peut pas concevoir la relation pédagogique, l'accompagnement pédagogique, indépendamment de cette triangulation, de ces trois pôles. Donc ce n'est pas là la question de mettre le professeur à distance des élèves, la pédagogie de l'estrave, isoler, séparer, mettre le professeur à distance, mais c'est qu'il faut aussi que l'élève et l'étudiant comprennent que le professeur n'est pas là pour lui tout seul. Il est là aussi pour un groupe. Et c'est donc une expérience de socialisation qui est très importante aussi, la relation pédagogique. Donc derrière cette distance qu'on évoque souvent de façon un peu caricaturale entre le professeur et les étudiants, il y a en fait cette idée que le professeur se doit à tous. Et comme il se doit à tous, il ne peut pas se consacrer exclusivement à chacun d'entre eux. C'est Philippe Mérieux qui a d'ailleurs, opéré un certain revirement dans ses conceptions pédagogiques à cet égard, parce qu'il a beaucoup revisité des thèses qu'il a défendues dans sa réflexion pédagogique, dans sa carrière. Philippe Mérieux a trouvé une expression que je trouve intéressante pour désigner ce travers auquel peut conduire l'accompagnement personnalisé, c'est la pédagogie du garçon de café. C'est-à-dire cette idée que le professeur doit aller d'élève en élève, et au fond on perd complètement dans cette affaire le groupe classe, en fait. Alors évidemment, il va de soi que dans cette relation qui s'est établie avec mes étudiants pendant cette période de la crise, nous échangions par mail en l'absence des autres. Même si, encore une fois, j'avais trouvé des dispositifs qui permettaient parfois, je demandais aux étudiants de m'envoyer leurs questions et je répondais à leurs questions dans les cours que je destinais à tous les étudiants. Donc j'essayais de réintroduire un peu d'échange collectif dans ce dispositif à distance. Et ça a été un véritable problème. Donc les questions des étudiants ne ressemblaient plus à ce que j'appelle la question de la fin du cours, que parfois certains étudiants viennent nous adresser. Alors qui est une question en seul à seul, mais avec la classe qui est encore là, qui va quitter la salle. Et donc là encore, c'est une expérience de socialisation. Le soin, l'accompagnement qu'on apporte aux étudiants prend place dans un contexte collectif. Alors, dans la vulnérabilité que j'évoquais, il y avait une inquiétude des étudiants, inquiétude évidemment par rapport à eux, mais par rapport à la relation qui s'établissait avec le professeur. Si le professeur ne répond pas, est-ce qu'il ne s'intéresse pas à moi, est-ce qu'il ne s'occupe pas de moi? Donc voilà, j'avais parfois des relances inquiètes de mes étudiants. Alors j'avais 130 étudiants au total, donc beaucoup d'échanges avec les uns et les autres. Et donc on ne peut pas se consacrer là encore à chacun en permanence. Donc voilà, c'est un point évidemment important. Ce point en rejoint un autre en quelque sorte. C'est évidemment, ça paraît un petit peu plus évident, c'est la faible démarcation entre espace public et espace privé, puisque évidemment cette relation d'enseignement à distance a brouillé les cartes. Alors ça a posé des problèmes évidemment dans l'organisation du temps et dans le rapport à l'espace. Alors pour nous, professeurs, entre vie professionnelle et vie personnelle, mais au-delà, là encore, l'espace commun, l'espace de la classe qui est un espace commun, avait évidemment disparu. L'espace de la classe virtuelle ne le reconstituait pas. Alors c'est sur ce point que je vais terminer mon intervention, sur la relation justement à distance et notamment virtuelle qui pouvait s'établir avec certains étudiants. Parce que je l'ai aussi pratiqué, même si c'était de façon un peu plus marginale, dans mon enseignement. Alors, pourquoi est-ce
pourquoi est-ce que cette communication à distance ne permettait pas un accompagnement pédagogique réel et pourquoi cette communication à distance posait problème au regard de la question du care. Pas pour les raisons qu'on croit, à mon avis. On a tendance à penser que la communication à distance, elle pose des problèmes techniques, voilà, et que finalement, elle est empêchée par tout un tas de problèmes techniques. On les a un peu expérimentés là au début de notre conférence. Bon, voilà, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que le micro est branché? Est-ce qu'il y a de l'image? Est-ce qu'on n'est pas coupé? Est-ce qu'on n'est pas brouillé? Bon, etc. Et en fait, je dirais, alors bien sûr, la communication à distance pose des problèmes techniques qui tendent à éclipser les problèmes humains. Je vais y revenir. Mais finalement, la communication à distance, elle a tendance essentiellement, moi je dirais au contraire, à lisser les rapports. Elle lisse la communication. Et c'est là qu'elle pose un problème du point de vue de l'accompagnement pédagogique. C'est qu'elle efface en réalité cette dimension fondamentale de la communication qui est la dimension de la séparation. Voilà, je voudrais évoquer un peu ce paradoxe, qui est le paradoxe de la communication. Communiquer, c'est, j'allais dire, résoudre un problème de distance. Mais ça suppose que les êtres soient séparés les uns des autres. Et je dirais toute la communication, tout ce qui fait l'intensité de la communication, tient justement à ce désir qui nous habite de combler un manque, un vide, hein, de rejoindre l'autre par-delà quantité de malentendus ou de difficultés de compréhension, ou d'inquiétude sur voilà, le regard que l'autre porte sur soi. Voilà. Et donc, cette relation, évidemment, à distance, qui s'établit par le moyen des technologies, a tendance, en fait, à, je dirais, écraser un peu cette distance et à créer une espèce de proximité virtuelle qui efface, en fait, ces inquiétudes, mais aussi cet affect qui nourrit les relations humaines et qui est au cœur, évidemment, de la relation, de l'accompagnement et de la relation du care. Alors, voilà, c'est sur ce point-là, en quelque sorte, que je voudrais insister et conclure mon propos. C'est sur cette dimension, au fond, libidinale, hein, au sens premier du terme, c'est-à-dire ce désir qui nous habite d'aller vers l'autre, qui est aussi un désir de reconnaissance, hein, de l'autre, et évidemment, ce désir, il a été en partie escamoté, en grande partie escamoté dans cette relation qui s'est établie à distance. Pour la bonne et simple raison que voilà, on est face à l'autre dans le cadre de la relation à distance, dans une espèce d'espace-temps virtuel, un peu abstrait, hein, bon, qui donc tend d'ailleurs, enfin construit un autre rapport au temps qui n'a plus rien à voir avec le rapport au temps du désir, hein, le rapport au temps humain qui habite la relation pédagogique. Une des choses qui paraissent assez fondamentales, hein, et on en a tous fait l'expérience à l'occasion de toutes ces communications à distance que nous avons vécues pendant la crise, c'est que lorsqu'on communique à distance, le temps, en quelque sorte, est décompté, lui aussi, il est lissé, en quelque sorte. Hein. On a le décompte du temps, les minutes qui se succèdent, et d'ailleurs, notre attention est beaucoup plus difficile, hein, dans un propos qui est tenu à distance par l'intermédiaire d'un écran, dans une conférence virtuelle, voilà. Or, on le sait, au contraire, dans la relation directe entre les personnes, le temps est un temps humain, il est un temps de désir, donc il est un temps flottant, hein, il est un temps subjectif. Voilà, quand une relation est intense, le temps, voilà, on croit que le temps s'écoule très vite, il est comme suspendu, il n'existe plus dans sa durée, dans son déploiement, dans son étirement. Hein. Et donc, je terminerai sur ce point. Finalement, c'est cette dimension-là que pour ma part, j'ai perdue dans la relation avec les étudiants. Oui, ils ont pu utiliser les cours que je leur ai envoyés. Même certains m'ont dit ah bah c'est plus pratique d'avoir les cours enregistrés, monsieur, parce que en cours vous allez vite, on a parfois du mal à suivre. Là, au moins, on peut vous réécouter, on peut se repasser un cours plusieurs fois. Donc, il y avait des avantages liés au médium technique, enfin technologique, hein, qu'on avait mis en place. Mais je dirais justement, cette technologie, et Sébastien Claës l'évoquait dans son introduction tout à l'heure, elle imposait un rapport instrumental utilitariste à la relation pédagogique. Voilà, on consomme le cours,
on vise un objectif, on apprend, on retient, voilà. Et finalement, ce qu'on perdait dans cette affaire, c'est la dimension du don, qui est au cœur de l'acte pédagogique, du don et du contre-don. Je recours là à une terminologie de Marcel Mauss, le sociologue, qui dit que justement le lien social, il est fait de dons et de contre-dons, donner, recevoir et rendre. Ce sont les trois actions qui fondent le lien social. Or, justement, recevoir est aussi un acte essentiel dans la relation du don. Marcel Mauss dit même que ce qui fait la valeur d'un don, c'est la manière dont on le reçoit. Celui qui donne sa valeur au don, ce n'est pas celui qui fait le don, c'est celui qui le reçoit. Or, quand vous communiquez à distance avec vos étudiants, par définition, cette reconnaissance, cette réception de votre propos par les étudiants disparaît. Et donc, on se retrouve dans une relation où finalement, vous donnez et vous n'avez pas l'expérience sensible, humaine, de la réception de votre don. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On te remercie, nous aussi, moi aussi en tout cas, beaucoup Florent. C'était, moi ça m'a vraiment inspiré cette intervention. J'aurais une remarque et une question assez rapide. La première remarque que je voudrais faire, c'est que c'est quand tu dis finalement il y a une disparition du collectif dans cet enseignement à distance et donc et un accompagnement qui devient personnalisé. Ce qui est intéressant, c'est que il me semble qu'une des critiques qui est d'ailleurs discutable elle-même qu'on peut faire à la télémédecine ou autres dispositifs de soins à distance dans le domaine médical ou médico-social, c'est la critique inverse, c'est-à-dire c'est la dépersonnalisation. Mais ce qui est intéressant justement, c'est qu'on peut se demander si ce qu'il en est de cet accompagnement médical ou médico-social et s'il n'y a pas aussi toujours une inscription dans le collectif. Puisque on se rend quand même à l'hôpital, on se rend chez le médecin, il y a quand même le tiers de la sécurité sociale. Donc peut-être tout acte de soin est en fait collectif. Donc je ne sais pas si ça t'inspire. C'était plutôt la remarque. Genre, je disais que je n'avais une remarque et une question, mais tu peux tout à fait réagir à ça. Et je voudrais juste enchaîner. Non, mais je pense que la question. Pardon, excuse-moi. Non, je pense que tu mets en lumière un point qui me semble essentiel. Dans la relation de soins, effectivement, cette dimension collective, elle est capitale. L'un des problèmes, justement, que pose l'isolement des personnes vulnérables, mais même, j'allais dire, la concentration de certains types de populations, par exemple, les personnes âgées en EHPAD, c'est une expérience de désocialisation, c'est-à-dire qu'on est coupé du tout de la société. Or, c'est cette expérience, en fait, du tout de la société qui est indispensable dans une expérience sociale. C'est-à-dire qu'un être humain qui est privé de cette expérience de la totalité en situation de fragilité, et qui va d'ailleurs se retrouver d'autant plus dépendant de l'attention qu'on lui accorde, des personnes qui lui accordent des soins, et donc on est dans une relation qui tout d'un coup se brise. La dimension du collectif, elle n'est pas simplement un contexte, elle est aussi la condition sine qua non d'une libre expérience sociale. Ne serait-ce que, vous êtes seul à la maison, quelqu'un vient vous visiter pour vous prodiguer des soins, vous n'avez pas le choix, en quelque sorte, de la personne en question. Vous êtes tout d'un coup dépendant d'une relation unilatérale, exclusive, qui s'établit entre le soignant et la personne soignée. Donc je pense que c'est un petit peu du même ordre. Dès lors qu'on a conscience du collectif, on a conscience aussi d'autres potentialités, d'autres relations humaines qui peuvent s'établir, et c'est ce qui permet aussi la liberté d'un individu. Et je dirais dans les deux éléments de l'expérience, parce que même la dimension de la contrainte que comprend évidemment ce collectif, je ne suis pas tout seul à être soigné.
Je vais à l'hôpital, il y a plein d'autres gens qui y vont. Je vais aux urgences, je ne suis pas le seul à... Voilà, et on sait que parfois ça peut poser des véritables problèmes dans l'accueil des personnes. Mais cette expérience que j'ai de la société, elle est capitale dans l'expérience d'un individu. Relativiser sa propre souffrance à partir de la souffrance des autres. Donc c'est aussi ça qui est en jeu. Enfin bon, là je m'exprime sur un sujet dont je ne suis évidemment pas spécialiste, mais j'esquisse un parallèle là qui me vient à l'esprit effectivement entre ce que j'ai dit tout à l'heure sur la situation de l'enseignement et ce que tu suggères là sur la dimension du soin. Et je pense que oui, on peut établir un parallèle. Il y avait un autre aspect qui était très intéressant dans ton intervention. Donc, il y a la disparition du collectif, il y a la disparition du commun aussi, puisque tu dis que ce qui disparaît donc, dans l'enseignement à distance, c'est un espace-temps commun, avec cette solitude de l'enseignant qui ne sait pas comment sont reçus ses propos. Je me demande si, dans ton expérience, il n'y a pas une autre implication de cette disparition du commun et aussi de ce brouillage entre le public et le privé. Est-ce que tu n'avais pas l'impression d'être un intrus dans l'espace privé de tes étudiants, de ne pas être à ta place? Est-ce que tu n'avais pas aussi l'impression de les surveiller davantage? Je te pose cette question parce que c'est aussi une critique qu'on pourra faire dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire cette possibilité d'une surveillance, d'une médecine qui peut-être est davantage préventive, c'est-à-dire que déceler des signes là où en présentiel on les aurait décelés plus tard. Mais est-ce que dans ton domaine de l'enseignement, tu as eu cette impression-là de la surveillance étant, est-ce que vous avez bien travaillé, est-ce que vous avez lu tel livre, etc., par exemple? Alors, je dirais qu'on n'a pas tellement eu cette difficulté par rapport aux étudiants. Je dirais plutôt le problème inverse, en l'occurrence, c'est-à-dire des étudiants. Parce que, au fond, les étudiants qui ne souhaitaient pas établir une relation avec leurs professeurs pendant cette période se sont un peu abstraits. Bon, il a été beaucoup question dans les médias de ces situations de déscolarisation. En classe préparatoire, on a aussi vécu le décrochage de certains étudiants qui ne sont plus entrés en contact avec l'équipe pédagogique. Et donc ils avaient la possibilité, j'allais dire, de couper le micro et de couper la caméra. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la relation technologique. Et donc, ça m'amène au fond à cette importance finalement, parce que tu évoquais cette dimension de l'espace commun, de l'espace-temps commun, on va dire, cette importance de la contrainte. J'y reviens, dans la relation humaine et dans la relation du care. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que le care, l'attention qu'on porte aux autres, ne s'envisage que sous l'angle d'un bénéfice qu'on apporte aux autres. Je pense qu'on fait l'expérience des autres aussi par la contrainte, et que cette contrainte, elle est profondément humaine. Dans une salle de classe, il y a quantité d'éléments qui viennent brouiller en quelque sorte la relation, le rapport qu'on a au cours. On est distrait par quantité de choses, il fait trop chaud dans la salle, on voudrait que les fenêtres soient ouvertes, on est un peu loin du professeur, on n'est pas sûr d'avoir bien entendu ce qu'il a dit. Voilà, il y a quantité d'éléments, je dirais, qui parasitent la communication, et paradoxalement, ce sont ces éléments qui en renforcent la puissance humaine, et donc en quelque sorte l'efficacité ou l'action. Voilà, donc non, je dirais quand on a organisé avec mes collègues dans une de mes classes des entretiens individuels avec les étudiants, et bon, nous spontanément avec les collègues on s'était mis hors vidéo et voilà, avec le son seul, bon, et finalement il y avait des étudiants qui eux voulaient avoir qui avaient mis leur image, donc on mettait la nôtre aussi parce qu'ils étaient désireux d'établir ce lien. Ils étaient dans leur chambre, leur espace privé, mais au fond, ils avaient envie d'établir ce contact avec eux. Merci beaucoup.